Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce café littéraire qui est consacré à, une fois n'est pas coutume, à une bande dessinée. Voilà. Au début, je me disais quand Mathieu, qui est l'attaché de presse des éditions Dupuis, m'a contacté, je me disais mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire défiler peut-être les bandes dessinées sur un écran. Et puis bon, quand on a l'objet entre les mains, quand on voit de quoi il s'agit, c'est un livre, vous allez le constater tout de suite quand vous le lirez, c'est un livre qui est d'une très grande richesse et qui nous rattache directement à un certain nombre à la fois de préoccupations de notre époque évidemment, mais aussi de tout un courant littéraire qui tourne autour de cette mémoire de l'Algérie, sur laquelle d'ailleurs on va sûrement parler extrêmement longuement. Alors, pour en parler, les deux scénaristes, et non, alors le dessinateur, je suppose qu'il est à Barcelone. Il est à Barcelone, voilà. Et, alors les deux scénaristes du livre qui sont Bertrand Gallic et Chris, tout simplement. Alors, et nous avons aussi l'honneur et le plaisir d'avoir un peu le héros de l'histoire, l'un des héros de l'histoire, parce qu'ils sont plusieurs. Hein, donc Rachid Makhloufi qui est dans la salle et à qui nous demanderons certainement d'intervenir à un moment de la séance s'il le veut bien. Alors, rapidement, Bertrand Gallic et... alors, je n'ai pas beaucoup de choses sur votre bio, celle du livre n'est pas très... Je sais que vous partez à un moment, je ne sais pas ce que vous faites, et puis vous revenez en Bretagne. Donc c'est un peu ce que j'ai compris, c'est peut-être faux. Non, c'est tout à fait ça. Pardon ? Je vais vous expliquer, c'est ça. Oui, dites-nous. Donc je suis Bertrand Gallic et j'ai fait des études d'histoire avec Chris. Mais il n'était pas très bon à l'école, donc il a été moins loin que moi. Moi, j'ai un CAPES d'histoire qui m'a effectivement amené à partir en exil, entre guillemets, à quitter ma Bretagne natale pour le sud-ouest toulousain. Voilà, je suis toujours enseignant aujourd'hui en histoire-géographie, en collège, dans la ville de Brest. Et donc scénariste de bande dessinée par ailleurs depuis 4 ans maintenant. À mon actif, enfin Un maillot pour l'Algérie est seulement ma deuxième parution, ma seconde parution. Pour mon premier album est sorti en décembre dernier. Il s'appelle, c'est une adaptation du Cheval d'Orgueil de Père Jacques Elias. Un livre magnifique. Oui, je suis d'accord avec vous. Et voilà, il est paru aux éditions Soleil. Mais ça veut dire quoi, adaptation ? C'est-à-dire qu'on s'inspire d'une œuvre existante et que librement on se lance dans l'aventure. On écrit ses ressentis en tentant de rester fidèle à l'esprit en fait de l'œuvre originale. Et on garde le titre. Et on garde le titre original. Oui, sans problème de droit, de droit d'auteur. J'ai eu affaire aux ayants droit, aux enfants de Père Jacques Elias qui m'ont laissé avec le dessinateur Marc Dizzano carte blanche. D'accord. Bien. Alors, on va faire la même chose. Chris, vous vous présentez vous-même ? Si vous voulez, oui. Bien, moi c'est Chris. Voilà, je suis brestois comme Bertrand. Comme dit Bertrand, j'étais beaucoup moins bon que lui à l'école, donc je suis devenu auteur de bande dessinée avant lui. Voilà, ça doit être un métier de cancre au départ, mais c'est surtout un métier de passionné. Enfin, je me suis rendu compte assez rapidement que plutôt qu'étudier l'histoire, j'avais plutôt envie d'en raconter. Et donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais de la bande dessinée avec, on va dire une marotte, c'est vraiment la bande dessinée documentaire. Faits réels, etc. Et tout ça, les histoires vraies dans cette histoire. Donc il y a eu un livre qui a eu un grand succès, Un homme est mort. Oui, le premier qui a eu du succès, oui, s'appelle Un homme est mort, qui est l'histoire d'un film tourné par René Vauthier pendant des grandes grèves ouvrières à Brest. Voilà, ça c'était en 2006. Après, il y a eu Notre mère la guerre, qui est une série qui se passe pendant la Grande Guerre, qui a connu 4 volumes entre 2009 et 2012.
Et puis voilà, un certain nombre d'autres, mais c'est vrai que souvent ce sont des livres historiques qui partent soit d'une histoire vraie pour la raconter telle qu'elle est, soit qui partent de ce fait réel pour en faire une fiction. Voilà. Alors, on ajoute une chose, c'est que vous êtes le cofondateur de la revue dessinée, qui est la première revue entièrement consacrée au documentaire. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené parler de l'Algérie, aujourd'hui, c'est très très curieux, mais il y a eu comme ça des moments où, dans la littérature, dans l'édition, on voyait peu de Français parler d'Algérie. Et là, j'imagine, alors on a découvert, il y a eu quelques succès récents, même un prix Goncourt, génie. Quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a dans leur propre histoire individuelle l'Algérie. Alors, est-ce le cas pour vous ? Oui, c'est le cas. Alors, pas spécialement l'Algérie, en l'occurrence l'équipe de football algérienne, oui. J'ai toujours été un passionné de football. Depuis que j'ai eu 6 ans, je voulais absolument faire du football. Manque de chance pour moi, on commençait seulement à 7 ans à l'époque. Donc, on me casait au foyer laïque tous les après-midi et par la fenêtre, alors que les autres faisaient la poterie. Moi, je regardais les copains jouer au ballon sur le terrain. Je rêvais que d'une chose, c'était de les rejoindre. Et le premier souvenir important que je garde du football, c'est la Coupe du Monde 1982. C'est le premier match que j'ai vu de Coupe du Monde à la télévision, c'était le fameux Algérie-Allemagne. Et j'habitais à ce moment-là un quartier qui s'appelle le Petit Paris à Brest, qui est un quartier, comme son nom l'indique, avec plein de communautés d'un peu partout, beaucoup de Portugais et évidemment beaucoup d'Algériens ou descendants d'Algériens. Et donc ce match, je l'ai regardé avec mes copains algériens. Ce jour-là, je pense que je suis devenu algérien, voilà, tout autant que français, breton, européen, tout ce que vous voulez. Et d'autant plus qu'ensuite il y a eu l'injustice de leur élimination, d'autant plus qu'après la France aussi a été éliminée injustement par l'Allemagne. Et ça m'est toujours resté là, un peu cette histoire. Et quand on est retombé sur cette histoire de l'équipe du FLN, quelque part j'avais l'impression de pouvoir rendre justice à cette équipe de 1982 et de remettre en lumière une équipe d'Algérie. Voilà. Mais il n'y a pas d'oncle, de grand-oncle, de... Si, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas encore moins un breton des Congrades qui a pas rapport avec l'Algérie. Malheureusement, à travers la guerre, évidemment. Moi, j'ai une famille de militaires aussi, ouvriers ou militaires. Donc, forcément, deux d'entre eux ont fait la guerre d'Algérie. Tous ont fait l'Afrique en long, en large et en travers. Mais surtout, vous savez, l'Algérie et la Bretagne a toujours eu un rapport un peu particulier, notamment la Kabylie, par exemple. Et les Bretons, la musique, la culture. Chez moi, dans tous les festivals bretons, il y a des Kabyles, par exemple. Donc, ça a toujours été assez présent chez nous, puis c'est un pays un peu fascinant, quoi. Voilà, tellement différent de nous, donc qu'on avait envie d'aller y voir aussi, non seulement en littérature, mais aussi en vrai. Voilà. Et vous ? J'ai les mêmes souvenirs que Chris, les mêmes souvenirs footballistiques. 82, tu l'as dit, c'est la Coupe du Monde des grandes émotions, des grandes injustices. Voilà, donc on a ça en commun. Dans ma famille, j'ai un oncle pied noir. Voilà. Alors, comment va se déclencher l'idée du livre ? Bon, il y a le foot, vous venez de dire que c'était présent en vous, mais comment ça... qui veut parler ? Concrètement, comment on s'est lancé ? Oui. Ça vient... Le point de départ, c'est le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, il y a 3 ans, où lors d'une discussion un soir avec Chris, vient sur le tapis cette idée qu'il avait de proposer aux éditeurs une série de récits où se mêlerait le sport et la grande histoire, le sport et la politique, le sport et les problèmes sociaux. Voilà, sans que jusque-là il ait eu de retour forcément très enthousiaste en fait des éditeurs. Voilà, moi j'ai tout. Ils sont lents à la détente quelquefois. Ah, vous n'imaginez même pas. Et bon, j'ai les mêmes centres d'intérêt que Chris, on était en fac d'histoire ensemble, on a joué au foot ensemble. Et donc forcément, ce qu'il me racontait ce soir-là, m'a beaucoup parlé, quoi. Et donc je lui dis, bah écoute, ça vaut le coup de chercher, de creuser des histoires justement où se mêlerait sport et politique. J'ai passé une nuit à chercher sur le net, à aller de document en document. Et j'ai découvert donc cette aventure incroyable qui est celle de la toute première équipe nationale algérienne de football, que je ne connaissais pas. J'ai appelé mon camarade le lendemain et j'ai découvert qu'il ne la connaissait pas non plus, mais que ça pouvait éventuellement le brancher fortement.
Mais tout était à faire en réalité. C'est-à-dire vous aviez une histoire, mais vous n'avez pas un livre qu'il fallait reprendre ou réécrire. Non. Il fallait rassembler des informations. Non ? Oui, dans un premier temps, il a fallu en effet aller à la pêche aux documents. Donc sur le net, je viens d'en parler. Il a fallu essayer de trouver des ouvrages. Il en existe 2 ou 3 qui sont sérieux, je dirais. Et puis on a fouillé dans la presse nationale, dans les quotidiens sportifs de l'époque, l'équipe, France Football, on ne peut pas les citer. Et puis on s'est mis aussi à la recherche d'un témoin. Et voilà, c'est la rencontre avec Rachid Mekloufi, qu'on remercie d'être là avec nous aujourd'hui, c'est vraiment super. Et la rencontre s'est faite à quel stade, à quel moment de l'élaboration du projet ? C'était déjà assez avancé, mine de rien, parce que on va pas arriver avec une histoire comme ça devant un témoin qui en est l'un des principaux acteurs, un peu comme des Béotiens, en disant voilà, on a vu que vous aviez fait une équipe de foot pendant la guerre d'Algérie, et puis point barre. Il fallait vraiment qu'on arrive avec une vraie réflexion autour de l'histoire, comment on allait la raconter, surtout bien connaître toutes ces arcanes, etc. et tout ça. Et donc on avait trouvé des interviews de Rachid sur le net, notamment, et on va vous dire franchement, on l'avait bien senti. Voilà, c'est tout simple, mais quand on travaille sur des histoires vraies comme ça, dont il reste des témoins, la grande difficulté, c'est qu'un témoin, évidemment, c'est extrêmement précieux, mais un témoin, ça enferme aussi. Ça enferme, parfois dans une légende dorée, ça vous dit c'était comme ça et pas autrement, et vous ne pouvez pas sortir des clous. Or, un auteur, s'il veut raconter une histoire au plus juste, il est obligé d'avoir une vraie liberté, de confronter les témoignages, de confronter les documents et les témoignages. La mémoire, elle sert aussi à oublier. La mémoire, elle peut se refabriquer au fur et à mesure, y compris pour un témoin qui est persuadé d'avoir vécu ça, mais en réalité qui s'est rajouté énormément de choses par la suite. Et en l'entendant parler Rachid, on sentait qu'il y avait une volonté de transmission, mais pas de gardiennage du temple. Et ça, c'est extrêmement important. Je l'ai connu dans d'autres travaux, d'avoir vraiment des gens qui confisquent en fait une histoire qui parfois est même pas spécialement la leur, et en partie la leur, et ils confisquent pour tout un groupe. Là, c'est pas du tout le ressenti qu'on avait. Alors, on s'est dit, on va essayer de le rencontrer, et par l'intermédiaire de son fils, c'est ce qui a pu arriver. On s'est rencontrés à la Défense, à Paris, et puis alors je ne sais pas s'il en garde un bon souvenir, nous oui, et à ce moment-là, on a obtenu un peu son blanc-seing pour dire allez-y, voilà, racontez cette histoire à votre façon, c'est vous les auteurs, c'était important ça quand même qu'il nous dise ça, qu'il nous livre son témoignage, et après en nous disant, après c'est vous les auteurs. Voilà. Alors, dans la présentation du livre, il est dit que c'est un travail de fiction en même temps. Dans quel sens ? Il y a quelque chose qui est documenté, et puis vous avez rajouté un peu de sel et de poivre ? Oui, parce que c'est pas du sel et de poivre, c'est pas pour épicer en réalité un récit qui ne le serait pas assez, c'est que quand vous voulez raconter une histoire vraie, il y a des faits qui sont avérés par lesquels il faut passer, mais il y a surtout un sens, des valeurs que véhicule l'histoire. Ça, vous devez le respecter absolument. Par contre, rechercher l'exactitude, c'est impossible. On cite souvent, j'aime bien citer Hemingway là-dessus, parce que Hemingway, il a fait la Première Guerre mondiale, il en a fait un roman. Il a fait la guerre d'Espagne, il en a fait un roman. Il n'en a pas fait un reportage. Et il a toujours estimé que les histoires qu'il inventait étaient plus vraies que la réalité. Pourquoi il dit ça ? C'est que ça lui permet d'aller piocher plein de petites choses qu'il va rajouter à ces faits réels, mais qui, quelque part, vont rendre plus juste cette histoire. Nous, on ne pouvait pas avoir au quotidien ce qu'ont vécu 11 joueurs pendant 4 ans. C'est impossible de raconter ça. Et évidemment, on n'a pas non plus tous les témoignages. Mais quand la femme de l'un des joueurs le quitte, quand la maman de Rachid Mekloufi décède et qui peut même pas aller aux obsèques, sont des moments qu'il faut absolument qu'on raconte. Donc on est bien obligé un peu d'imaginer le ressenti de la personne, ce qu'il a vécu au quotidien, les dialogues, etc. et tout ça. Et ça, c'est la part, malgré tout assez chouette, de trouver un peu le ton. La part un peu plus embêtante, c'est qu'on est obligé de laisser plein de choses dans l'ombre, y compris des personnes, en toute connaissance de cause, en faisant des choix. Pour un maillot pour l'Algérie, on a fait le choix de raconter ce qu'on appelle les 4 de Sétif, 4 joueurs qui viennent tous de Sétif. On a cette chance-là, puisque Sétif est évidemment très symbolique dans le déclenchement de la guerre d'Algérie. Et c'était notre point de départ, et c'était les 4 personnages qu'il nous fallait suivre comme ligne de force, en fait. Voilà. Oui, parce qu'il y a de la construction théorique dans votre dans la BD. Vous avez mentionné Sétif, vous avez fait des choix, même dans les flashbacks et les retours en arrière et tout. Ce sont des choix qui sont plutôt du type récit construit avec autour de thèmes à développer, non ?
Vous vouliez parler, oui. On évoque l'aventure humaine, la grande aventure humaine, j'imagine, les sentiments, les valeurs de liberté, de droits fondamentaux, etc., etc. C'est à ça que vous faites référence? Même du point de vue, là vous parliez de Sétif, démarrer avec le massacre de Sétif, bon, ça donne tout de même un poids, une orientation très forte au livre dès le départ. Voilà. Et après, il y a ici et là des choix que vous avez dû faire, j'imagine. Parler, par exemple, insister sur ou décrire de telle ou telle manière vous n'êtes pas tendre, par exemple, avec certains pays arabes. Voilà. Hein? Oui, et ce sont des vraies difficultés des fois, parce que quand on est confronté à un non-soutien, par exemple, quelque part on peut dire facilement, il y a le gentil, il y a le méchant, il y a les gentils Algériens colonisés qui se révoltent contre les méchants français colonisateurs. Et cette histoire-là, d'autres pays du Maghreb l'ont vécu. C'est pas pour autant qu'ils ont été un soutien de premier plan à l'aventure de l'équipe algérienne. On pense par exemple à l'Égypte de Nasser. Dieu sait si Nasser apparaît comme un des leaders anticolonialistes à l'époque, sauf erreur de ma part, Rachid confirmera, il n'a pas accepté qu'il y ait un match entre l'Algérie et l'Égypte, par exemple. Alors après, quand on raconte ça, est-ce qu'on montre toujours le mauvais côté de l'histoire, ou est-ce qu'on s'attache plutôt à des beaux moments? Moi, je pense que ce genre d'histoire, c'est une histoire qui doit envoler, c'est une histoire qui est pleine de valeurs, j'ai pas envie de la casser. Voilà, comme lecteur, on apprécie pourquoi? Parce qu'on se dit, vous introduisez des nuances, des contradictions par rapport à un récit qui serait le récit, par exemple, du pouvoir algérien, du FLN, etc. Et moi je l'ai lu comme ça. Hein. Je ne sais pas comment le liront les lecteurs ordinaires, mais de voir qu'il y a, par exemple, une façon de recevoir l'équipe en Tunisie qui est totalement différente de celle de l'Irak. Voilà. Donc, le côté lutte pour l'indépendance soutenue par les peuples tous ensemble, etc. Bon, là, vous introduisez une nuance qui n'est pas inintéressante. Ces nuances correspondent à des réalités. Oui, l'Égypte a eu peur des sanctions de la FIFA. Le FLN avait son camp de base à Tunis. L'Irak a accueilli dans un premier temps à bras ouverts l'équipe de Rachid Mekloufi et de ses coéquipiers. Puis devant une démonstration, puisque quand même cette équipe nationale irakienne va prendre un méchant 10-1 à domicile, va un petit peu, on va dire, chahuter, plus que chahuter. Et comment plus que chahuter? Oui, puisque l'équipe algérienne est accueillie avec des vivas, Algérie libre, dehors de Gaulle. Et puis, à partir du 6e ou 7e but de Rachid, Hamid et autres, c'est le nom de Gaulle qui est scandé, quoi. Viva De Gaulle. Mais ça met de la chair, encore une fois, tout ça. C'est vrai que si on raconte à la fois une sorte de légende dorée ou une fable, personne n'y croit aujourd'hui. On imagine bien les difficultés immenses qu'ils ont dû surmonter. Donc on montre comme ça, oui, cette subtilité, le côté retort aussi. Plus qu'à mon avis, la peur des sanctions de la FIFA, c'est une peur de perdre le leadership de la lutte anticolonialiste chez l'Égypte, à mon avis. Si on refuse de recevoir les Algériens, c'est que cette équipe elle va tellement faire parler d'elle qu'à un moment donné, elle va piquer un peu de leadership dans les nations arabes. Et sportif, évidemment. Donc il y a tout ça derrière, ça n'empêche qu'encore une fois, c'est quand même une sacrée belle aventure. Donc oui, on montre les difficultés, on montre le racisme en Pologne, pourtant pays frère, qui accueille les Algériens. On montre ces difficultés-là, mais on montre aussi le soutien des Tunisiens, on montre qu'à un moment donné, le public est enthousiaste. Il y a 100 000 personnes en Yougoslavie pour voir jouer avant tout un club brésilien. Et puis quand les Algériens arrivent, ils vont quitter le stade. Sauf qu'il y a des buts tout de suite. Et les gens reviennent. Et puis ils mettent 6-1 à la Yougoslavie. Et c'est un match extraordinaire. Donc c'est ça qu'on a plus envie de raconter, le souffle quand même d'une aventure humaine, quelque part exemplaire. Et aujourd'hui, je trouve important qu'on re-raconte ce genre d'histoire exemplaire-là pour remettre un peu de mythologie dans tout ça. Parce que le côté tout le temps, à quoi bon, ou de toute façon tous pourris, ou au final,
malgré toute cette aventure, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur ou autre, bah, si on reste sur des réflexions comme ça, on ne fera plus jamais rien. Moi, j'ai envie qu'en se rasant le matin, les gamins qui ont lu ce bouquin-là pensent à ce genre d'aventure, plutôt qu'à se dire, de toute façon, c'est tous des pourris dans le football. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le sujet football, politique, dites-nous en plus sur la manière dont vous avez, dès le départ, voulu construire quelque chose autour de ce thème. Comment on a voulu construire les choses autour du football et de la politique ? Oui, c'est-à-dire, est-ce que c'était votre message dès le départ ? Est-ce que vous avez pensé ou bien est-ce qu'il y a une critique voilée de la manière dont le football aujourd'hui est devenu quelque chose ? Non, clairement non. Non. Clairement non. Même si, en effet, les footballeurs actuels donnent peut-être moins l'exemple. De toute façon, entre le football aujourd'hui et ce que vous décrivez. C'est deux mondes. Ouais, c'est deux mondes différents, ouais. Ouais, mais c'est pas comparable non plus. Enfin, à un moment donné, il faut pas comparer torchons et serviettes. Pour avoir des grands hommes, il faut des grands événements. Voilà. J'attends. Si un jour il y avait à nouveau une histoire comme ça, dramatique qui se déroule et qu'on demande à des footballeurs de se positionner, j'attends aussi de voir comment ils réagiraient. On entend des Lilian Thuram ou des Didier Drogba aujourd'hui qui se sont mobilisés, qui ont milité, qui continuent, etc. Je pense que les footballeurs d'aujourd'hui, ils sont le reflet de la société, voilà, beaucoup plus individualistes, beaucoup moins collectivistes, avec sans doute moins de valeurs voilà, qu'on en avait en 1958. Donc malheureusement, le football, il reflète la société aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important de raconter ces histoires-là en disant que oui, le sport, il sert pas qu'à gagner des milliards et avoir des sponsors, etc. et tout ça. Mais un joueur de foot aujourd'hui est beaucoup moins libre aussi. Il représente son club, ses sponsors, enfin tellement de choses, tellement d'argent en jeu. Et puis à 12 ans, il est en centre de formation. Et un centre de formation, ça forme. Hein. Et donc, ça forme dans un moule. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils sont formatés dès le plus jeune âge, en fait. Il faut énormément de force pour un footballeur aujourd'hui pour s'extirper de ça. Vraiment, ils sont tellement sollicités pour s'engager dans tout et n'importe quoi. Savoir où aller, ça ne doit pas non plus être simple pour eux. Après, ça n'enlève rien à ce qu'on fait l'équipe, à ce qu'a fait l'équipe du FLN. Il n'y a pas quand même beaucoup d'équivalents dans l'histoire, donc ça reste une épopée assez extraordinaire. Ouais. Alors, ça c'est un premier point. Deuxième point qui est très présent dans votre livre, c'est la manière, la relation de l'Algérien à la France. Et ses corollaires, alors, qui est présente de façon très différenciée, suivant les moments, etc. Et le deuxième, qui est tout à fait lié, comment se constitue une identité algérienne par cet équipé. Non, est-ce que c'était vraiment les deux thèmes que vous vouliez développer, non ? Le premier. Vas-y, parce que j'avoue que la première partie de la question, je l'ai raté. Moi, ça m'intéresse plus l'identité, la construction d'identité par le sport. Quand un pays est en gestation, encore une fois, c'est une équipe d'un pays qui n'existe pas. Il y a une aventure qui est équivalente, qui n'est pas sportive, mais qui est militaire pour le coup, que je connais bien, parce que j'avais fait un livre dessus, qui est l'aventure des légionnaires tchèques en 1917 en Russie. Et ces légionnaires tchèques, eux aussi, à un moment donné, sont constitués en une armée qui était un pays. Il n'y avait pas de pays, la Tchécoslovaquie n'existait pas encore, et ces 40 000 soldats qui étaient perdus au fin fond de la Russie ont décidé, ils vivaient sur d'immenses trains, que ce train, et les 40 000 qu'ils étaient un pays, et était leur pays. Et ils ont écrit leur constitution, etc. Et de fait, ils ont imposé leur pays. J'ai l'impression que l'équipe d'Algérie, à son échelle, il y a plein de choses qui ont constitué le mouvement national algérien. Il y a la langue arabe, il y a potentiellement l'islam, il y a toute l'histoire, évidemment, de l'Algérie auparavant. Il y a plein de choses sur lesquelles se sont appuyés différents mouvements pour développer, on va dire, une identité algérienne, puisque sans identité, il n'y a pas de pays. C'est évident qu'une telle équipe comme ça est un facteur d'identification et donc de réunion qui est immense. Enfin, encore une fois, si la France a été unie ces 50 dernières années, à un moment donné, c'est en 98, la fameuse France black, blanc, amber. Alors on peut toujours dire, oui, 3 ans plus tard, c'est déjà plus là, puisqu'on siffle la Marseillaise au Stade de France, par exemple. Oui, mais n'empêche qu'il y a un moment. Il y a un moment qui est fondateur,
qui a marqué toute une génération et qu'on peut toujours retrouver. Eux, ils sont ce moment de la fondation de la nation algérienne, et à un moment donné, encore une fois, on peut s'y référer. Mais ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait présent dans le livre, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus l'équipe, le groupe en train de vivre cette aventure que les Algériens en train de percevoir ça de loin. Mais un pays, c'est une aventure humaine. Un pays, c'est une aventure humaine. Et cette équipe, ce qu'on a raconté, c'est une aventure humaine. Et ces 11 là, ensemble, en vivant ensemble, avec dans toutes les difficultés, au fond, sans même s'en rendre compte, étaient en train de devenir un pays. Alors. Et je compléterais, parce qu'on a eu l'occasion de discuter pas mal aujourd'hui avec M. Mekloufi, le peuple algérien avait connaissance en fait des périples et des matchs et des résultats de son équipe. Et le beau jeu pratiqué et les scores fleuves leur ont probablement fait beaucoup de bien et les ont soutenus en fait dans leur combat. On a des éléments pour connaître comment progresse l'identification par les Algériens de l'équipe comme équipe nationale, etc. Vous avez par contre montré dans le livre, au contraire, cette réaction de l'apparatchik du FLN qui veut pas les accueillir, il a autre chose à faire. Pour lui, c'est le seul compte le combat militaire, etc., etc. Ouais. Là, c'est un moment très intéressant. Et oui, d'autant ce militaire là, le commandant Cassi, est d'autant plus réfractaire au départ qu'il existe déjà en fait une équipe de football, une équipe de l'ALN constituée de joueurs amateurs. Il ne comprend pas du tout ce que viennent faire Bentifour, Mekloufi, Karmali, etc. En Tunisie. Voilà. Il y a eu une grosse incompréhension au départ et l'équipe de l'ALN a disparu par contre. Après, c'est le début. Hein. Encore une fois, on ne peut pas lui en vouloir à ce pauvre commandant Cassi de ne pas avoir compris immédiatement la portée historique de ce qui est en train de se passer. Bien sûr, bon, il voit débarquer 11 types qui viennent lui dire on vient jouer au foot pour créer l'Algérie. Il a envie de dire prenez une Kalachnikov et puis vous serez plus utile. Et voilà, il est un militaire. Bon, c'est un peu sa réaction. Ensuite, je pense qu'il a un peu vite compris ce qui était en train de se passer. Ouais. Deuxième question, c'est la relation entre cette identité algérienne qui se renforce dans l'équipe et la France, puisque tous vivaient en France et faisaient partie d'équipe nationale française. Alors, ils ne faisaient pas tous partie de l'équipe nationale française, ils étaient certains à avoir déjà joué sous le maillot bleu-blanc-rouge. Le premier d'entre eux, c'est Abdelaziz Bentifour, qui participe à la Coupe du Monde 1954 et d'ailleurs passeur décisif lors d'un match. Rachid Mekloufi, Mustapha Zitouni étaient pressentis très fortement pour participer à la Coupe du Monde de 58. Peut-être que Karmali Hamid aurait aussi rejoint ce groupe. Voilà. Les autres étaient sans doute pas au niveau, entre guillemets, au niveau sportif. Ce qu'ils ont en commun quand même, c'est qu'ils jouent tous dans les plus grands clubs de métropole. Hein. Ils jouent au Stade de Reims, ils jouent à Toulouse, ils jouent au SCO d'Angers, et 5 joueurs qui viennent de Monaco, voilà, et Saint-Étienne et Lyon. Il y a leurs femmes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'aspect sportif dans l'identification à la France, c'est qu'il se fait que tous ceux qui sont mariés avec ce qu'on appelle des métropolitaines. Alors je ne sais pas où elles sont nées, mais elles s'appellent Monique, elles s'appellent voilà. Et quand ils doivent partir et tout abandonner, eh ben les femmes et les enfants suivent au départ. On a un très beau témoignage. Sauf erreur, c'est le fils de Bentifour. Hein. C'est Reda. Ouais, Reda Bentifour qui raconte que il avait 4 ans, je crois, à l'époque, on lui a dit on part en vacances. Et il n'est jamais revenu. Reda, c'est le chorégraphe de Champs-Élysées. Oui, pour l'anecdote. Mais lui a un souvenir de ça qui est relativement dramatique, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il est parti, il a quitté ses copains pour une semaine de vacances et puis il n'est pas revenu. Et donc, évidemment, on imagine bien les difficultés pour... à la fois pour ces femmes et pour les couples, de tenir dans une telle aventure. Certains ont tenu, et on peut leur tirer un sacré coup de chapeau quand même, parce qu'on abandonne aussi une vie relativement confortable, bien intégrée, pour l'aventure la plus complète, et potentiellement
je trouve pas le terme, mais pour devenir apatride. Enfin, on n'est plus algérien, on n'est pas encore algérien et on n'est plus français. Et certaines femmes ne vont pas tenir et vont rentrer. Hein. La femme d'Hamid Karmali, il reverra sa fille, je crois, plus de 20 ans après, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un déchirement pour eux. Ok, ils s'embarquent dans une aventure pour créer quelque chose, mais ça veut dire adieu à quelque part une bonne partie de ce qu'ils étaient. Et ça, quand même, intérieurement, on a assez peu, même les livres qui ont travaillé là-dessus, n'ont pas tant que ça fouillé ce que ça voulait dire intimement de ce déchirement-là, de dire adieu aux amis, adieu aux familles, etc. Et sans doute à jamais. La bande dessinée, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous intéressait, nous, d'aller un peu creuser ça. Ouais. Alors ça, on a dû l'imaginer. Ouais. Alors, un autre volet de votre récit comporte... alors, on a parlé tout à l'heure de la différence de comportement des pays arabes. Il y a aussi les pays de l'Est. Hein, et là, on a des contrastes entre tel ou tel pays, la façon dont ils les accueillent, dont ils les traitent, etc. Voilà. Vous voulez parler Je crois que ça a été particulièrement dur en Pologne pour l'équipe algérienne. Voilà, les joueurs l'équipe a été confrontée au racisme en fait dans ce pays-là. Donc voilà, on l'a retranscrit à notre manière dans l'album. Inversement, l'accueil a été hyper chaleureux en Roumanie. Les matchs ont été super durs physiquement en Bulgarie. Enfin, chaque pays et chaque équipe que l'Algérie a pu rencontrer, enfin, chaque pays a offert entre guillemets des accueils différents. Vous voulez ajouter quelque chose, non? C'était très bien. Est-ce que je reviens un petit peu en arrière sur l'écriture même de l'album. Vous répartissez comment les dialogues, qu'est-ce que vous donnez au dessinateur comme on lui donne vous découpez tout. Oui, on lui donne tout. Il est soumis et il doit tout dessiner ce qu'on a fantasmé sur papier. Donc on a une façon de travailler qui est quand même super enrichissante, très très chouette. C'est-à-dire que quand on crée vraiment l'histoire, on part de la base documentaire qu'on a réunie, on se dit bon, quelles scènes on va choisir, comment on va les enchaîner, etc. Et tout ça on le fait en commun. C'est-à-dire qu'on se prend des après-midi, des soirées, où on décide qu'on va travailler sur un ensemble de scènes. Toute la deuxième partie de l'album a été créé au retour d'un festival d'Angoulême dans la voiture. Alors l'avantage c'est qu'Angoulême-Brest c'est très long. Voilà, ça dure un bon 6 heures de route. Bertrand avait l'ordinateur sur les genoux, la chronologie de tout ce qu'on avait réuni à droite. Moi, je conduisais et puis je lui demandais, voilà, alors il se passe quoi après? Ah, il y a le match contre la Yougoslavie. Ah ouais, ça faut qu'on en parle. Alors, comment on le raconterait? De quelle langue? Combien de pages ça ferait? Ok, bon, et après on raconte quoi? Ah ben, il y a le décès de la maman de Rachid. Ah oui, c'est là. Bah oui, ça on peut pas rater. Mais comment on l'amène aussi dans le récit? Donc ça, on le fait vraiment de façon conjointe. Et ensuite, quand on a écrit ce scène à scène, on se répartit les scènes. On se dit bon, alors qui c'est qui fait cette scène? Tu la sens bien toi. On essaye d'alterner 4-5 pages chacun, à chaque fois on change. Et là, à ce moment-là, c'est un seul qui écrit ce qu'on appelle le découpage. Case par case, il va indiquer toute l'action qui s'y déroule, l'angle de vue avec lequel on doit le dessiner, et les dialogues, évidemment, qui apparaissent, et on se relit, on se corrige. Et seulement à ce moment-là, on envoie à Ravi. Ça signifie qu'on passe beaucoup de temps à faire du ping-pong, en fait, au téléphone ou par mail entre Chris et moi-même. Et oui, quelquefois, pour une simple virgule dans un dialogue, ça peut prendre un petit moment. Donc on ne gagne pas forcément du temps, je pense, à travailler à 2 scénaristes. Ce dont je suis intimement convaincu, c'est qu'on gagne en qualité. Parce qu'on ne verra pas forcément les mêmes choses. Voilà, ça amène la réflexion, le dialogue, et il n'y a rien de mieux que ça. Et puis on s'amuse quand même. On s'amuse parce qu'on est vraiment nos 2 premiers lecteurs. Quand tout d'un coup, il y en a un qui trouve une idée de scène ou l'idée de dialogue, ou tiens, mais il faut qu'on raconte ça. Et ouais, ça s'enchaîne bien. Il y a un côté assez presque enthousiasmant, comme une équipe qui commence à se roder un peu. Puis à un moment donné, dans le match, ils sentent qu'ils ont le truc, quoi. Ils ont le truc et ça déroule et voilà. Et le retour d'Angoulême, on a eu ce sentiment-là. Hein. Il y avait une espèce de grâce dans cette voiture. On écoutait Tom Waits, voilà, il faisait nuit, on était dans notre bulle, seul au monde. Moi, j'étais en pilote automatique parce qu'Angoulême-Brest, ça fait 15 fois que je le fais, je le connais par cœur. Et on était dans notre histoire avec tous ces footballeurs algériens. C'est tout seul, on ne vit pas ça.
En tout cas, c'est un très très beau, un très bel objet. Et le livre est d'une qualité invraisemblable. Je suis sûr qu'il plaira beaucoup au public. Alors, je vais vous proposer une petite pause d'1 minute. Demander à M. Marclofi s'il voulait bien nous rejoindre. C'est à cause des Bulgares? Non. Alors, je voudrais vous... Alors, merci de nous accorder ces minutes. Je voudrais vous demander, quand vous avez eu entre les mains l'album, vous avez senti quoi? Vous étiez satisfait Allez-y. Eh ben, j'ai dit, mais ils s'en foutent, ces Espagnols. Parce que pour moi, c'est des Espagnols. Hein. Parce qu'ils ont avec eux un Espagnol. Et chaque fois, quand je demande à mon fils, alors, l'Espagnol, qu'est-ce qu'il m'a dit, pour le moment, il n'y a rien. Alors, vous savez... C'était votre fils qui suivait un peu... Qui suivait, qui était en contact avec eux, qui leur a expliqué, etc. etc. Mais, vous savez, une histoire comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. En tout cas, en tant qu'homme, en tant que footballeur, je n'ai pas eu d'autre chose que ça. Et surtout que la cohésion dans cette équipe était totale. Et on était un peu éparpillés parce qu'il y en avait de Sétif, il y en avait de Skikda, il y en avait de Annaba, il y en avait d'Alger, etc. Donc, pour nous, c'était une façon de mettre l'Algérie dans le droit chemin, parce que il n'y avait pas de régionalisme, il n'y avait pas et en plus de ça, c'était une équipe de football qui a régalé les publics des pays de l'Est. Malheureusement, on ne pouvait pas jouer ailleurs que dans les pays de l'Est, puisque vous savez qu'on était suspendu par la FIFA, qui reçoit maintenant les coups, parce que tant pis pour eux. Mais on était malheureux, parce que finalement, nous, c'était le football, cette équipe était la représentante du peuple algérien. Où est-ce que vous avez eu l'accueil le plus chaleureux? Le plus chaleureux, c'est Alger. Au retour, oui. Non. Oui. Vous savez, il y a des pays et des villes qui étaient habitués à nous. Oui. Parce qu'on a fait deux tournées dans ces pays. Donc les gens connaissaient notre football, connaissaient notre jeu, etc. Par exemple, en Roumanie, c'était là où on a développé un football de haut niveau. Tellement de haut niveau qu'on nous a demandé à refaire un second match, 2 jours après. Heureusement que les contacts entre la Roumanie et la Pologne étaient bien, et ils ont demandé, parce qu'on avait un autre match en Pologne. Ils ont demandé aux Polonais de nous permettre de faire un deuxième match en Roumanie. Mais quand je parle de la Pologne, je me pose des questions. Pourquoi ce pays nous a boudés et nous a refusé l'amitié? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai posé cette question un peu à droite et à gauche, mais je crois que c'est les contacts qu'a la Pologne avec la France qui a joué beaucoup sur ça. Faveur, oui. Donc, sans doute. Enfin, oui, sans doute, hein, mais bon. Mais comme vous parlez des pays arabes, oui. Je parle de l'Égypte. Oui. Ils n'ont jamais voulu jouer avec nous. Vous savez pourquoi?
pourtant Nasser était aidé énormément la révolution algérienne, mais c'était parce qu'il y avait un général qui était à la FIFA, vice-président de la FIFA. C'est pour ça que les Égyptiens n'ont pas voulu, jamais. Pourtant, ils étaient accoquinnés à la Syrie. Et on a été en Syrie pour jouer un match. C'était impossible. Donc, vous voyez, c'est ces pays qui se disaient frères, mais il y a une petite parenthèse, c'est que les Égyptiens étaient prêts à donner l'argent du monde, mais pas jouer avec nous. Alors on s'est dit peut-être qu'ils ont peur de nous, ils avaient peur de nous, peut-être que si, mais je crois que c'est ce général qui voulait absolument garder sa place à la FIFA. Voilà un petit peu l'histoire de cette équipe. Alors, si vous voulez bien rester avec nous, parce que j'imagine que le public voudra vous poser ils sont jeunes, je crois que... des questions. Et on va leur donner la parole, si vous voulez bien, pour des questions aux trois intervenants. Hein, c'est pas seulement à... Allez-y. On a déjà une question. C'est une belle histoire dont j'ai vécu une partie, et peut-être à Paris au moment du départ. J'étais étudiant ici, mais je ne veux pas parler de cet aspect. Je voulais poser la question sur Boumezrag, qui a été le grand organisateur de cette opération et un homme extraordinaire. Alors, comment ça s'est passé ensuite avec lui? Parce que dès qu'on l'a perdu de vue ici, on ne l'a plus retrouvé. Il était déjà malade, je crois, à la fin. Bon, de toute façon, que Dieu ait son âme, c'est-à-dire il est mort. Donc, ce qu'il y a, c'est que Boumezrag était un des responsables de cette équipe, avec Haribi et Bentifour. Donc, il y avait Haddad, etc. Mais Boumezrag, ça a gâché sa façon de faire en devenant notre entraîneur. Parce que c'était difficile de gérer des petites vedettes. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je lui ai reproché cette... il voulait absolument être entraîneur de cette équipe, etc., etc. Donc, il a pris de mauvaises décisions, mais dans cette équipe, il y avait Bentifour qui était entraîneur, il y avait Haribi qui était entraîneur. Si je vous parle de tout ce monde, je pense que vous ne les connaissez pas. Hein. Non, si, vous d'accord. Mais c'est des anciens joueurs qui, en fin de carrière, sont venus avec nous pour justement nous donner un coup de main, nous entraîner, etc. Mais cette équipe n'avait pas besoin d'entraîneur. Et ça, ils n'ont jamais compris. C'est-à-dire, nos responsables n'ont jamais compris qu'il fallait mettre à la tête de cette équipe un bonhomme qui était un peu... qui avait de la personnalité et qui pouvait nous rassembler. Sinon, point de vue football, je crois que c'était le top des tops. C'est prétentieux peut-être, mais ce qu'il faut dire, c'est des Bentifour, des Bouchouk, c'est des garçons phénoménaux. C'était des garçons qu'on ne pouvait pas dire, tiens, tu vas jouer comme ça ou tu vas jouer comme ça. D'ailleurs, on a donné à l'équipe un certain nombre de surnoms. Vous avez été les Harlem Globetrotters du football, les Diamants ça, c'est Bruns. Pas nous, hein. Non, mais la presse vous a porté au nu. Mais vous savez, moi, ce que je remercierai jamais assez cette équipe du FLN. D'abord, je suis devenu un footballeur
et un véritable footballeur. Avant, j'étais jeune fou. Je voulais des ballons devant et puis c'est tout. Au contact de ces grands joueurs, j'ai appris à jouer. Ça, c'est la première chose où je dis merci à l'équipe du FLN, à l'équipe nationale d'Algérie. Ensuite, point de vue résultat. On était au top. Disons qu'on ne pouvait pas être battu par un pays ou une équipe. Parce que, disons, tous les postes étaient bien occupés et surtout, une volonté de faire. Il y avait des moments où on tombait sur des équipes qui voulaient jouer au caïd et qui nous donnaient des coups, et bien les réponses venaient tout de suite. Hein. Pas moi, parce que moi j'étais un sauteur de cordes. Donc, mais les autres joueurs, les anciens, etc., répondaient vraiment méchamment. Et pour encore dire des choses et pour encore parler où on a été vexé, c'est en Pologne. Il n'y a pas de Polonais ici? Au fait. Oui. Non, mais ça fait rien. De toute façon, je dis ça après 50 ans de fâcherie. Mais on nous a vraiment mésestimés. C'était même pas quelque chose de football. C'était absolument le drapeau et l'hymne national. Et pas question, vous savez, nous... Hein. Mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous nous invitez ici, on vient jouer avec vous. On ne peut pas se permettre d'entamer un match sans que le drapeau monte. Et on l'a fait partout dans les pays de l'Est. Donc c'est pour ça qu'on était un petit peu déçus par la Pologne. Mais enfin, bon, s'il y a des Polonais ici, excusez-moi. Autre question. Ah, oui, vas-y. Moi, j'ai plutôt des remarques qu'autre chose. D'abord, la première remarque, c'est que j'ai vu que sur la licence de Rachid, il y avait l'adresse rue de la Résistance. Déjà, ça commençait. Ça, c'est les politiciens qui regardent ça. Hein. Ah non, mais... non, moi, ça me... J'ai même pas fait attention. Ah non, moi ça m'a frappé. Donc c'est déjà presque prémonitoire, un signe. Deuxième chose, j'ai l'impression que l'histoire se répète aussi. Parce que l'équipe du FLN, donc, qui était une très grande équipe, j'allais dire, était composée d'Algériens, même si à l'époque ils étaient français, de France. Et l'équipe actuelle, en grande partie, en tout cas le moteur, c'est aussi des Français, des Algériens de France. J'ai l'impression que... l'histoire se répète. Il y a un peu d'histoire qui se répète. Je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, il y a un parallèle, quelque part. Quelque part. Ça veut dire que tout simplement, il faut écouter les Algériens de France. C'est ça que ça veut dire. Enfin, j'imagine, c'est un modèle. Et j'espère que ça sera élargi, pas simplement donc à d'autres domaines, pas uniquement au football, mais à tous les sports, et à peut-être d'autres domaines également, intellectuels et d'autres. Et là, j'ai une question. Troisièmement, j'ai une question. Comment humainement s'est passé ce départ? Donc, Rachid, donc, quotidiennement, tu étais ici à Saint-Étienne, c'était ça? Comment tu as été approché pour que du jour au lendemain, tu fais tes valises et tu pars? Bon, comment les choses... D'abord, pour éclaircir cette histoire, le FLN n'était pas bête. Hein. Ils m'ont envoyé 2 garçons de Sétif, 2 enfants de Sétif. Pourquoi Sétif? Parce que bon, je les admirais quand ils venaient en vacances, etc. Donc c'était prémédité ce contact. Et Haribi était mon aîné de beaucoup. Donc
quand ils m'ont approché, j'ai même pas osé dire, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai posé une question. Je lui ai dit, écoute, moi je suis militaire. Il me répond, et après? C'est-à-dire, et après, qu'est-ce que tu espères quoi? Tu vas t'échapper de ce... Non. Eh bien, j'ai dit non, c'est uniquement pour vous avertir que j'étais militaire, que je risquais d'être interpellé par la police, etc., etc. Allez, non, on s'en va. Bon, j'ai dit d'accord. Avec Kermali, qui était comme... qui se toute, comme une... il était témoin, mais enfin, il ne parlait pas, lui, de toute façon. Et le lendemain, un match, je fais le match, je suis blessé à la tête, je tombe KO, le médecin il vient, le médecin du club, il faut l'emmener à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Dans mon esprit, je me suis dit, vraiment, je suis débarrassé de Kermali et de Bentifou, de Haribi. Le lendemain matin à 7 h, toc, toc, toc. Allez, on s'en va. Oh, on s'en va. Bien sûr, rien du tout. Ils n'ont rien voulu savoir. On est parti. Kermali avait des difficultés à faire partir sa femme. Bouchouk, la même chose, c'était difficile, etc. Donc, on a pris beaucoup de retard. Et les autres qui étaient vers l'Italie étaient passés. Ils avaient déjà franchi la frontière. Les journalistes avaient commencé à dire des footballeurs algériens ont quitté la France, etc. Heureusement pour nous que le douanier n'a pas écouté la radio. Autrement, il m'aurait à moi parce que j'étais militaire. Les autres, ils pouvaient aller en Suisse et acheter du chocolat. Bien, il y a une question. Oui. Je voulais juste remercier aussi François de m'avoir donné une occasion unique de voir un monument. Mais non, vraiment. Je suis poète, c'est l'éditeur et nos amis. Alors, il y a une question là-bas. Oui, jeune. Bonjour, Brahim Selim, journaliste à la radio algérienne d'Expression française, la chaîne 3, mais aussi directeur des éditions Z-Link, éditeur algérien spécialisé dans la bande dessinée. J'ai quelques questions. La première est destinée à Galik et Chris. En fait, vous qui êtes français, qu'est-ce qui a motivé le fait de vous lancer dans une bande dessinée de résistance algérienne à travers le football, et comment vous avez pu retranscrire les scènes de Sétif alors qu'il fallait y vivre pour connaître l'environnement. Maintenant, je passe à vous, bien sûr. Il paraît qu'il y avait en fait quelques points ou quelques détails de la formation de l'équipe de l'Algérie qui n'étaient pas respectés dans la bande dessinée. Je voulais avoir votre avis par rapport à cela. J'ai assisté à la conférence qui a eu lieu à Alger, donc certaines personnes ont contesté cela. Bon, moi je fais partie de la jeune génération, je m'interroge. Donc, la question... Je n'ai pas compris. Hein. La question qui vous est adressée est est-ce qu'il y a des parties de l'album qui ne correspondent pas... Des détails qui ne correspondent pas à ce que vous avez vécu. Je reformule la question si vous voulez. Oui, en fait, une conférence a été donnée, la présentation de la BD, je pense avant même sa sortie, a été présentée au Festival international de la bande dessinée d'Alger. J'y ai assisté, j'ai découvert comme l'assistance, la formation de l'équipe, comment elle s'est formée notre équipe de football, mais certaines personnes, on va dire de l'ancienne génération, ont contesté certains détails de la BD. Je voulais avoir votre regard par rapport à cela. C'est la deuxième question en fait. Mais on ne connaît pas. Vous avez une idée de ce qui est contesté ? Oui, bien sûr. Oui, on est allé présenter la bande dessinée à Alger et on a
parlé tout à l'heure des choix auxquels on est confronté, notamment laisser des personnages dans l'ombre. Et lorsqu'on est allé à Alger, on a été contacté par Mohamed Maouche, qui est un des anciens footballeurs également de l'équipe, qui n'a pas tout à fait la même vision de cette histoire que celle qu'on a pu recouper nous. Donc nous avons eu des échanges vifs, on va dire, sauf que le problème de Mohamed Maouche est qu'il estime détenir la vérité, avec un grand L d'abord et un grand V ensuite. Et donc on s'est échiné à lui dire que non, c'était sa vérité, que c'était pas la vérité, qu'il avait une vision de cette histoire, qu'on en avait une autre, que nous-mêmes, nous avions choisi un angle qui était à travers le regard, encore une fois, des 4 de sétifs, que s'il n'avait pas tout à fait la même vision, ben, il n'y avait aucun souci, il pouvait écrire un livre aussi pour la donner, sa version. Quoi qu'il en soit, on a discuté, on a bien débattu, ça a plutôt été un vrai débat, je ne sais pas quel souvenir vous en avez, mais qui était fort, hein, qui était quand même un sacré débat. Évidemment, il n'était pas question ni de pugilat ni rien, nous on respecte beaucoup cette personne, mais il a aussi pu voir qu'on avait travaillé quand même, qu'on savait de quoi on parlait, et qu'on n'est pas mécontent de l'avoir même coincé sur des détails. Voilà. Hein. Et après, c'est quelqu'un qui a... Le mot est un peu fort et je ne veux pas parler à sa place, mais il a sans doute une certaine aigreur par rapport à une partie de cette aventure qui lui appartient et qui n'avait pas sa place dans notre livre. Voilà. C'est tout. Après, les détails, on peut toujours nous coincer sur plein de détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Est-ce que je raconte l'exacte aventure de Mohamed Maouche ou de Rachid Mekloufi, ou est-ce que je raconte le sens et les valeurs que porte cette aventure? C'est tout ce qui m'intéresse. Je vous dirais que ça, on appelle ça le détail du bouton de manchette. Vous allez avoir des spécialistes d'uniforme qui vont vous dire dans une BD historique, ah ouais, mais c'est pas le bouton du 16e de régiment qu'il avait en 1914. Sincèrement, des fois je vais faire oui de la tête, mais je m'en contrefous. Et c'est pas ça l'intérêt de l'histoire. L'intérêt de l'histoire, c'est jamais d'être exact, c'est d'être juste. Moi, si Rachid me dit là, vous n'avez pas été juste, je suis pas très à l'aise dans mes baskets. Voilà. Et s'il me dit que oui, écoute, tout est pareil, exact évidemment, mais je m'y retrouve. Et là, il vous le dira, voilà, mais il a le livre depuis peu, hein, pour tout vous dire, il l'a depuis aujourd'hui réellement, il a vu toutes des bonnes feuilles évidemment au fur et à mesure, mais c'est pas la même chose que de le lire au complet. Donc voilà. Comme Françoise Abal et Rachid Mekloufi, vous me corrigez si je ne prononce pas bien votre nom, vous avez abordé un peu le contenu de la BD. Moi, je vais parler plutôt de la BD en elle-même. J'ai acheté le livre, mais je n'ai pas pu le lire. Je n'ai pas une lecture du 2e et 3e degré. C'est du 1er degré, là, en vous attendant. Et ce qui m'a frappé, c'est, en le parcourant, c'est... j'ai eu l'impression d'avoir un film en image fixe. Ça, c'est le premier constat. Parce qu'il y a des plans d'ensemble, des plans rapprochés, des gros plans. Mais il y a aussi un jeu des images. Parfois, vous avez la première, une grande image, grand plan, puis après, vous avez des plans. Alors, il y a une organisation des images. Et ce qui m'a frappé aussi, il y a... Attendez, je vais... il y a aussi, ce qui m'a frappé, c'est les premières pages, c'est vous faites dire à une image liberté, une à côté égalité, et sur la 2e et 3e fraternité. Là, on sait où on va. Enfin, je crois. Il y a en plus, vous avez parlé des angles, donc je ne reviens pas. Il y a aussi la question du choix des couleurs et aussi la pagination. Parce que il y a une manière de paginer votre BD. Et j'aimerais que vous nous parliez aussi de la parole, parce que parfois il y a une parole, mais il n'y a pas de personnage. Alors je ne sais pas si en cinéma on parle de hors-champ. Alors là, il y a des questions qui... Voilà, c'est tout. Non, mais je vais faire vite. Madame, ce que vous évoquez, c'est
tout simplement la narration en bande dessinée, effectivement, on réfléchit à tout. On balance pas les images comme elles viennent, comme ça, au petit bonheur la chance. Tout est très organisé, il n'y a absolument rien qui n'est pas prévu, même si en réalité, à la différence d'un film, on fait beaucoup plus appel à l'imaginaire du lecteur, puisque une bande dessinée comme la nôtre, hein, c'est 116 pages, fois en moyenne 8 cases par page, c'est-à-dire 800 à 900 dessins à peu près. En 800 à 900 dessins, on doit en raconter autant qu'un film d'1h30 ou 2 heures. Et la magie, elle opère comment? Entre deux dessins. Entre deux dessins, il y a un petit couloir blanc, voilà, qui s'appelle l'espace intericonique. Comme ça, on pourrait dire qu'on a tous appris un mot aujourd'hui. Et dans ce fameux espace intericonique entre deux dessins, eh bien, c'est votre imaginaire qui fait le lien. Ce qui veut dire que vous-même, vous imaginez 90% de l'histoire. On donne toujours l'exemple en bande dessinée d'une voiture qui prend un virage à toute vitesse dans un grand crissement de pneus, et l'image suivante, vous voyez une croix. On vous demande qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un accident et le conducteur est mort. Est-ce que vous avez vu l'accident? Vous avez vu la mort? Rien du tout, vous l'avez fabriqué. Donc la bande dessinée, c'est un jeu de manipulation en permanence. C'est comment on vous fait ressentir les émotions. Si on veut vous faire sentir le souffle d'une aventure, oui, on va mettre la grande image. Si on veut vous faire sentir tout le combat que sont deux footballeurs qui sont en train de dribbler, on fait plein de petites cases pour faire ressentir ça. Donc oui, l'organisation de l'espace, on y pense en permanence. Le hors-champ, évidemment, parce que on a une scène très intime dans le récit, par exemple, la rencontre entre Rachid et Kmar, qui va devenir sa compagne. On la montre pas. À un moment donné, on quitte ces personnages, et effectivement, on est avec un oiseau qui s'envole, etc. Tout ça est très symbolique, parce qu'on n'a pas montré ces images-là, parce que vous allez être plus fort que nous. Si je vous montre ce couple qui tout d'un coup se regarde et qu'on comprend qu'il est en train de tomber amoureux, je vous montre tout, mais en même temps je vous enferme dans ma petite vision. Si je vous montre une scène en hors-champ, vous êtes en train d'imaginer tout ce qui se passe entre Rachid et sa future compagne, vous serez beaucoup plus fort que nous pour imaginer ce qui se passe, et surtout vous imaginerez selon votre propre ressenti. Donc la bande dessinée, elle a cette richesse-là, c'est qu'elle vous fait confiance avant tout. Voilà. La bande dessinée, c'est vous et moi, et c'est pas du tout guidé par la main, comme c'est le cas par exemple au cinéma. C'est pour ça que je l'aime. Voilà, je trouve que c'est un art de la cambriole. La bande dessinée, ça pique à la photo, ça pique au cinéma, ça pique au théâtre, ça pique à la littérature, ça pique à tout le monde, et ça fait son propre truc. Voilà. Et ça, c'est quand même d'être des petits Arsène Lupin comme ça pour votre bien, c'est quand même assez chouette. Voilà. Merci. Madame. Y a-t-il encore des questions? Oui. Un instant, attendez d'avoir le micro. Voilà. Je voulais demander à Rachid si à partir de maintenant il allait lire de la bande dessinée. La bande dessinée, est-ce que vous allez commencer à en lire maintenant? Le monsieur vous dit. Mais j'ai déjà commencé à la lire, alors. La bande dessinée, en général, est-ce que vous allez en lire plus? En général. Oui, en général. Parce qu'il y a d'autres albums qui peuvent être bien, en fait. Oui. À part le... Si on me les offre. Voilà. On en discutera. Non, mais c'est quand même une bonne œuvre. Hein. Ouais. Oui, la question c'est, est-ce qu'elle vous plaît cette bande dessinée? Est-ce qu'elle vous plaît? Oui, beaucoup, parce que finalement, c'est la réalité, et ils ont trouvé les mots, ils ont trouvé les situations. Moi, je bique. Sinon, je ne vais pas vous entendre, monsieur. Je ne vais pas vous entendre du tout si vous ne mettez pas le micro. Il faut que vous m'entendiez. Oui. Hein. Ah ben oui. C'est quoi? C'est la censure, là, ou quoi? Non, mais c'est une BD extra, bien sûr, parce que j'y suis, mais sans prétention. Hein. Mais ça donne une vie à cette équipe qui, jusqu'à présent, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le dire, un responsable du FLN. Je ne vais pas vous donner son nom. Il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé comment ça se fait. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants et que vous n'avez jamais fait un petit thé au gâteau à cette équipe. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah bon? Je lui dis, oui, 50 ans.
nous sommes indépendants. Je pense que cette équipe, c'est la vôtre, c'est l'équipe du FLN. Il m'a dit oui, mais il m'a dit on va vous le faire après. Donc vous voyez que c'est une équipe qui à la fois rend plaisir aux Algériens, etc., et aussi elle dérange. N'oubliez pas ça, c'est une équipe qui à un certain moment était au top, à un certain moment était en haut de l'échelle. Et il y a beaucoup de responsables qui nous ont tourné le dos et qui, je le dis là, peut-être que je ne dois pas le dire, mais c'est... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, hein. Nous sommes en France. Non, mais c'est-à-dire que je ne voudrais pas quand même dire des choses, disons, cracher sur la soupe, dans la soupe. Pas sur la soupe, dans la soupe. Parce que finalement, on a rendu service à l'Algérie, mais l'Algérie nous a rendu service. Vous savez que tous les footballeurs qui faisaient partie de cette équipe FLN sont maintenant fonctionnaires du ministère des Sports. Tous, comme bien sûr inspecteurs de la jeunesse, etc. Et ils ont des salaires, ils ont des retraites, etc. Donc, c'est ce que c'est. Peut-être on craignait ça, mais non, l'État a joué le jeu et nous a rendu ce que lui a donné. Bien, voilà. Sur ces mots, nous allons lever la séance. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi d'avoir voulu accepter de répondre. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines